J'ai reçu des photos de barbecue de la terre entière. Je pense que j'ai à peu près envoyé tous les pour modèles de barbecue qui existent. La violence que j'ai subie à l'intérieur du parti est inadmissible, en réalité. J'ai arrêté la politique à cause de violences sexuelles. J'y suis revenue en dénonçant les violences sexuelles. Les violences sexuelles, c'est les racines de l'ordre patriarcal. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui structure le monde. On ne regarde pas notre histoire coloniale. Il y a un déni, il y a un refus d'obstacles. Moi, présidente, mais je ne vous fais pas une déclaration de candidature à ce moment-là, mais moi, je crois que je commencerai par ça, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au titre de la réparation ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Fauteuil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la députée de Paris, Sandrine Rousseau. Bienvenue sur Le Fauteuil. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi de nous faire le plaisir d'être avec nous. Si vous voulez que ce format continue d'exister, n'oubliez pas de continuer de nous faire des dons et de nous soutenir sur soutenez.lemediatv.fr. Sandrine, bienvenue, merci beaucoup d'être là. On commence toujours avec la même question sur Le Fauteuil. Qu'est-ce qui t'a politisé ? Comment t'es arrivé dans la politique ? Mes premières réflexions politiques, elles sont arrivées très tôt pour moi parce que j'avais un grand-père qui était gueule cassée. Alors, gueule cassée, c'est qu'il avait une partie il avait une oreille en moins et une partie de la joue en moins. À la guerre, il avait pris une balle allemande. Et donc, quand j'étais petite, il m'emmenait en vacances dans un village vacances spécial qui était le village vacances des gueules cassées. Donc, en fait, il n'y avait que des gens, que des hommes blessés de guerre. Et puis blessés gravement, quoi. Sur la face, certains ne pouvaient pas du tout manger. C'était vraiment assez terrible. Et en fait, très tôt, donc ça, j'étais gamine, j'étais vraiment toute petite. Je sais pas, j'avais moins de 10 ans. Et en fait, très tôt, la question de la guerre, de la paix, de pourquoi ces gens se retrouvaient dans cette situation m'a beaucoup travaillé, énormément travaillé. Et en fait, c'est marrant parce que là, depuis que je suis députée, j'ai repris contact pour la première fois avec les gueules cassées parce que je n'avais pas du tout repris contact. Je suis allée à leur siège à Paris et j'ai vu la lettre de mon grand-père qui demandait s'il pouvait emmener sa petite fille dans les gueules cassées. Et en fait, parce qu'il n'y avait pas d'enfants là-bas et les gueules cassées avaient répondu oui, mais c'est quand même difficile pour une enfant. Et en fait, j'y suis allée, j'étais la seule enfant. Quoi. Donc, oui, les réflexions politiques me sont venues assez tôt. Ouais. Ça durait combien de temps ? C'était l'été ? C'était l'été, en fait. Ils avaient une maison à Toulon qui était une espèce de très grande maison bourgeoise, mais à l'époque elle était très vieillissante. J'ai vu qu'ils l'avaient rénovée, mais à l'époque et il y avait, je sais pas, je dirais une trentaine, peut-être une cinquantaine de gueules cassées avec leurs femmes. Et toi, la seule enfant ? Et moi, la seule enfant. Okay. Et moi, la seule enfant. Mais tu faisais quoi de tes journées ? C'était dingue. C'était alors il y avait une espèce de piscine, donc j'y allais un peu, mais surtout, en fait, c'était des gens qui étaient très blessés par la vie, mais blessés psychologiquement aussi. Et donc, il y en avait qui passaient leurs journées avec moi. Donc, ils me faisaient des tours de magie, ils me faisaient visiter les choses. En fait, c'était des gens ultra gentils, mais vraiment ultra gentils. Mais très, 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 très effrayants. En fait, c'était terrible parce que ils étaient d'une humanité, d'une gentillesse incroyable. Et en même temps, tu vois, ils avaient des masques toute la journée. Et quand ils étaient qu'entre eux, ils les enlevaient. Et le soir, ils buvaient beaucoup. Et donc, le soir, ça partait en cacahuète. Ouais. Enfin, c'est une expérience, quand même. Oui, pour un enfant, ça doit je sais pas je sais pas si j'aurais envoyé mes enfants, moi. Oui. Et après, du coup, cette étape-là, ça t'a provoqué, du coup, plusieurs réflexions politiques, j'imagine. Oui. Et comment ça s'est concrétisé ? Je sais que tu as commencé aussi dans le milieu universitaire. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la recherche ? Mais c'est l'économie et puis cette question de l'articulation économie-écologie, quoi. Parce que j'ai commencé à faire mon mémoire de maîtrise à l'époque, puis mon mémoire de DEA. Je suis vieille, hein. Bon, en tous les cas, ces mémoires-là, j'ai commencé à les faire là-dessus, c'est-à-dire comment concilier les contraintes écologiques avec l'économie. Et du coup, j'ai fait une thèse après là-dessus aussi, et j'ai fait toutes mes recherches là-dessus. C'est là que tu as découvert que l'écologie n'avait pas de bord politique, qu'elle pouvait être de gauche comme de droite. Alors, je pense que très tôt, j'ai compris qu'elle n'était que de gauche. Coucou les amis.
Oui, parce que qui pense que l'écologie peut être de droite ou conservatrice, ça n'existe pas. Voilà, c'est dit. La conclusion finalement de toute la partie. Je vais encore me faire des amis. En soi, c'est quelque chose que vraiment tu as découvert très tôt, j'imagine. Ben oui, parce qu'en fait, quand on est économiste, on regarde un peu comment on peut concilier les deux, comment on peut faire en sorte de préserver la planète. Et en fait, très vite, on est confronté au fait que la croissance, il n'y a pas de croissance immatérielle, ça n'existe pas. La croissance, elle peut avoir une base matérielle plus ou moins forte, évidemment. Mais enfin, une croissance, elle a toujours une base matérielle. Et donc, qui dit base matérielle, dit base extractiviste. Qui dit base extractiviste, dit colonialisme, dit conquête de terres, dit conflit armé, même pour avoir des ressources. Enfin, en fait, il y a vraiment un énorme sujet autour pour consommer pour notre confort, pour notre nihilisme immédiat, c'est-à-dire pour notre satisfaction de quelques secondes d'avoir acheté un objet et de le jeter la plupart du temps très vite. En fait, on met en marche forcée une planète entière, quoi, et on abîme une planète entière. Et donc, ce principe de... Moi, j'ai toujours été fascinée, par exemple, en économie, par les théories de l'état stationnaire, en fait, comment on se contente d'un niveau de confort qu'on estime correct, mais comment on n'est pas dans une espèce de surenchère permanente, de toujours plus, parce que ça tient pas. Enfin, c'est pas possible, en fait. Et c'est ce constat-là qui t'a amené en politique, où tu t'es dit, maintenant, il faut que je passe à l'action? C'était un peu par hasard Alors, quand j'étais jeune chercheuse, en fait, j'étais très, très effrayée. Moi, j'ai soutenu ma thèse en 2002, mon doctorat en 2002. Et pendant ma thèse, je lisais tous les articles qui sortaient sur le réchauffement climatique, toutes les recherches scientifiques sur lesquelles je pouvais m'appuyer pour structurer une pensée autour de l'économie et de l'écologie. Et en fait, très vite, j'ai eu une angoisse qui m'a prise, parce qu'en plus, moi, j'ai eu 2 enfants pendant ma thèse. Donc, je veux dire, j'avais ces enfants, je voyais ce qui allait se passer. Et très, très vite, j'ai été prise d'une espèce d'urgence. Donc, alors, j'ai pas fait de la politique tout de suite. Enfin, on veut dire de la politique électorale, en soi. De la politique électorale, oui, mais quand même, voilà, j'en ai fait assez rapidement, en fait. Hein. Alors, les Verts sont venus me chercher, c'est pas moi qui ai fait la démarche. Mais à l'époque, j'étais quand même dans un syndicat étudiant écolo qui s'appelait Chiche. Ça existe encore? Je ne sais pas si ça existe encore, je crois pas. Mais alors, c'était génial. Le nom est très bien trouvé. Chiche, c'était pour une alternative écologiste et sociale, c'était génial. C'était un syndicat radical où déjà on faisait la parité complète, où on faisait les tours de parole en fermeture éclair. Vous étiez bien plus en avance que des partis de gauche de nos jours, dis donc. Ensuite, du coup, les Verts sont venus te chercher et tu te retrouves député. Pas tout de suite, voilà, mon Dieu, tu fais un raccourci énorme. Je fais un raccourci, il est vrai, mais ralentissons. Les Verts viennent te chercher et comment tu l'évalues à l'époque? Est-ce que tu te poses des questions? Tu dis j'y vais pas Les Verts viennent me chercher. C'était pour les régionales, pour les européennes, pardon, où il y avait Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové. Okay. Et ils viennent me chercher une première fois, je dis non. Parce qu'en fait, moi, j'avais... faut remettre dans le contexte, j'avais mené la bataille à l'université sur la précarité étudiante. Et j'avais fait venir le Secours populaire pour alerter sur le fait qu'il y avait des étudiants qui ne mangeaient pas à leur faim, des étudiantes qui ne mangeaient pas à leur faim. Et à l'époque, j'étais la première université à faire ça, donc ça avait créé un mouvement. Et les syndicats étudiants s'en étaient emparés. Et à la fin, ça avait donné le 10e mois de bourse. Parce qu'à l'époque, on avait des bourses que sur 9 mois. Oh. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Une première fois, j'ai dit non. Une deuxième fois, j'ai dit non. Une troisième fois, j'ai dit bon, ok, mais à la fin de la liste, vraiment, vous me mettez tout en bas pour que ça se voit pas trop, quoi. Et quand la liste est sortie, et qu'elle a été publiée, j'ai vu que j'étais 5e. Ah, ils t'ont pas prévenu? Non. Et donc, c'était pas du tout éligible, hein, parce qu'il y avait que la première place qui était éligible. Mais du coup, 5e. Du coup, 5e, c'était dans le haut de liste. Et donc, j'ai commencé à faire des débats. Et c'est à ce moment-là que j'ai été piquée, quoi. Ouais.
Une fois que tu as commencé tes premiers débats, ça t'a vraiment marqué? Tu t'es dit, Mon en fait, premier j'aime bien. débat, c'était un débat à Boulogne avec des pêcheurs au moment des quotas de pêche. Je peux vous dire que c'était ultra chaud. Ouais. Et puis voilà, l'écologiste, elle n'était pas la bienvenue dans ce débat, je peux vous dire. Et c'était vraiment... bah ouais, c'était la bataille, quoi. C'était la fin. Et en fait, je me suis dit, bon, les articles de recherche que je publie, il y a 3 personnes qui les lisent et aucun politique dedans. Alors que si je commence à faire de la politique, peut-être que tout ce que j'ai appris dans la recherche me permettra de faire de la politique qui sert à quelque chose. Okay. Voilà. Donc, puis après, j'ai arrêté la politique, puis j'y suis revenue. Enfin bon, j'imagine qu'on va y revenir. Ok. Ce retour, du coup, je voulais te parler de ça parce que on a déjà posé la question à Daniel Obono quand on l'a reçu. Particulièrement des profils comme toi ou comme Daniel, vous subissez un harcèlement violent pour votre action politique. Comment tu le vis quotidiennement? Est-ce que tu t'attendais à ça quand tu es devenu député ou pas? Ah oui, je m'attendais à ça quand je suis revenue en politique, parce que moi, je suis revenue en politique. J'ai arrêté la politique à cause de violences sexuelles. J'y suis revenue en dénonçant les violences sexuelles, donc je savais. Parce que les violences sexuelles, c'est les racines de l'ordre patriarcal. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui structure le monde. Et d'ailleurs, on le voit avec l'affaire Epstein. C'est-à-dire qu'il y a une relation très intime entre le pouvoir et les violences sexuelles. Oui. Et donc, je savais qu'en revenant et en dénonçant ça, j'allais me prendre à peu près tous les partisans de l'ordre et puis tous les agresseurs sur la tête aussi, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Et donc, je savais que ce serait violent. Mais on peut savoir que c'est violent, pour autant le vivre, c'est encore autre chose. Oui. C'est-à-dire que quand on a toute la journée des insultes, quand toute la journée, quoi qu'on dise, on est ridiculisé, etc. Bon, c'est pas extrêmement agréable à vivre. Je dois dire quand même que ça s'est calmé, hein, parce que depuis que j'ai quitté Twitter, en fait, ça s'est énormément calmé. Énormément calmé. Et donc maintenant, je vis ma vie tranquille d'écologiste radicale et féministe, antiraciste et anticapitaliste. C'est quoi ton hygiène vis-à-vis de ça? C'est quoi ton organisation quotidienne pour justement lutter contre ça ou éviter d'y être confronté? Je n'ai pas vraiment d'hygiène. Hein. Alors déjà, j'essaye de... moi, tenir mes réseaux sociaux, ce qui fait enrager mon équipe. Ah, c'est toi qui gères directement tes réseaux sociaux? Oui, alors un peu moins maintenant, parce que sur Insta, par exemple, c'est beaucoup mon équipe, mais c'est moi qui les gère, parce que, en fait... vu les collabs sont d'accord ou... Moyennement. Moyennement. Libéré, délivré. Il y a un collab qui est juste derrière. Oui, parce que pour le coup, c'est un des trucs les plus enrageants pour les collaborateurs, c'est de voir c'est de ne pas avoir accès aux réseaux sociaux et de découvrir des publications en direct. Oui, mais nous avons trouvé un modus vivendi là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrêtent de râler sur mes publis et moi, je râle pas non plus sur quand ils en publient et que ça me plaît moyen, parce que sur Insta, par exemple, ils en publient des fois. Donc voilà, on a trouvé un mode opératoire. Okay. Mais par contre, je ne dirai jamais c'est la faute de mon collab, vous voyez, parce que j'assume les choses. Alors que d'autres l'ont fait. Absolument. Et ça, c'est dégueulasse. Mais sur les réseaux sociaux, ouais, non, je maîtrise, parce qu'en fait, quand je recevais vraiment des torrents de merde, mais alors vraiment, j'en ai reçu, enfin, Daniel Obono aussi, mais... Quand je recevais ces torrents de merde, il y a quand même eu des moments où pour mes collabs, ça a été très dur d'ouvrir les réseaux. Je pense par exemple à l'affaire du barbecue. Le barbecue gate, donc le fait d'avoir dit que faire un barbecue et une côte de bœuf sur un barbecue pouvait être un symbole de virilité. Donc là, je pense que tout le monde a découvert qu'en fait, c'était les hommes qui faisaient le barbecue et que les femmes faisaient la salade dans la cuisine. Oui. Mais en soi, c'est quelque chose de... Enfin, ce que moi, en tout cas, j'apprécie dans ta trajectoire, c'est que tu as toujours cherché à politiser des choses qui... pour les gens, ne sont pas forcément politiques. Et c'est un truc à gauche qu'on a du mal à faire, d'expliquer, en fait, même ce que vous faites quotidiennement sans vous poser de questions, c'est de la politique. Absolument. En soi. Et le barbecue, pour le coup, c'est assez criant, comme tu l'as dit. C'est vraiment des hommes qui sont là et qui sont en train de se faire un concours de qui cuit mieux la viande pendant que... Avec de la bière et puis le bide qui sort un peu, tu vois, clairement. Mais d'ailleurs, bon, juste je termine là-dessus, mais j'ai reçu des photos de barbecue de la terre entière. Je pense que j'ai à peu près tous les modèles de barbecue qui existent. Je les ai en photo.
Et donc, comme j'ai des super collabs qui sont végétariens et végétariennes, quand ils ouvraient les réseaux sociaux et qu'ils voyaient cette viande sanguinolente à 8h du matin, qui, je rappelle, la viande est quand même un cadavre d'animal, sanguinolent, en fait, au bout d'un moment, il y en a qui m'ont dit, mais moi, je veux plus ouvrir tes réseaux, donc je veux plus voir ça, quoi. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'il faut aussi préserver un peu les collabs. Je voulais te demander, du coup, c'était l'expérience que tu es en train de vivre de député, mais aussi de cadre. Enfin, je ne sais pas si on dit, si tu aimes bien l'utilisation de cadre dans un parti de gauche majeur. Comment tu te situes vis-à-vis de ça? Est-ce que toi, par exemple, qui a toujours eu une idéologie politique et une réflexion une idéologie de combat, finalement, tu as toujours développé ta pensée politique. Est-ce que tu trouves qu'à gauche, on a toujours ces réflexes de pensée, ou est-ce qu'il y a moins la pensée et plus la strate en ce moment, où on a du mal à faire de l'idéologie, j'ai l'impression? Je pense que les partis politiques actuellement, mais je pense qu'ils l'ont toujours été par ailleurs, sont des antithèses de la pensée. C'est-à-dire qu'ils étouffent toute pensée, ils étouffent surtout pensée un peu connexe, différente, rebelle un peu à l'ordre social. Parce que ce sont des mini-représentants de l'ordre social, en réalité. Et donc, je pense que les partis politiques ne sont pas les lieux de la pensée. Pour moi, les partis politiques, alors là, je vais encore me faire des amis, mais c'est des espèces d'AG de copropriétaires. C'est-à-dire qu'on répartit le pouvoir. Ce sont des lieux de répartition du pouvoir. C'est des outils utiles en soi. Mais il n'y en a pas d'autres, en fait. Il n'y en a pas d'autres. Ça. Donc, mais enfin, je veux dire, il ne faut pas fétichiser un parti politique. Hein. C'est pas... vous n'allez pas faire le grand soir dans un parti politique. Mais par contre, vous allez répartir le pouvoir. C'est en ça que c'est une AG de copropriétaire. Après, aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux. En fait, c'est... Donc voilà, c'est pour ça que je suis très critique et en même temps, j'y reste parce que je vois pas d'autres solutions. Mais par contre, j'invite vraiment tous les leaders des partis politiques à checker leurs privilèges, à checker leur fonctionnement, parce que vraiment, on a des dysfonctionnements majeurs, quoi, majeurs. En termes de reproduction sociale, en termes de reproduction raciale, en termes de reproduction sexiste, en termes de reproduction... genrée, je devrais dire. Voilà, c'est incroyable à ce point-là. Pour des partis qui se disent progressistes, c'est vraiment incroyable. Ces mécanismes de dysfonctionnement, comment tu les expliques? Est-ce qu'il y a un moment où on passe du militant sincère au cadre de parti et on oublie de la représentation, les questions raciales, les questions de genre, ou c'est plutôt plus naturel que ça, c'est des questions qui se posent pas? C'est un mélange de plein de choses. Là, par exemple, on a vécu une expérience la semaine dernière qui a été très désagréable, qui est que, parce que moi, j'avais poussé, par exemple, 2 personnes à Paris, qui étaient 2 personnes racisées sur les listes. Il y en a une des deux, Théo Garcia-Badin, qui s'est fait virer de la liste. Et il s'est fait virer de la liste pour la diversité. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit, il faut plus de diversité. Donc, on a mis une personne racisée en haut, et on a viré une personne racisée un peu plus loin dans la liste, parce qu'en fait, il fallait pas trop de personnes racisées. Oui, il fallait de la diversité, mais le quota de diversité maximum... En fait, il faut que ça se voit sur l'affiche, quoi. Il faut que ça se voit sur l'affiche, et donc il faut que ça soit en haut de l'affiche. C'est scandaleux. Alors vraiment, je vous dis, c'est scandaleux. Ça m'a mis dans une colère, mais bon. Il faut avoir de la patience en politique. Je pense que c'est une des qualités premières. Ça n'est pas la mienne, mais il faut avoir de la patience, et il faut prendre le temps du changement. Donc je pense que pour répondre à ta question, dans les partis politiques se rejouent en fait les rapports sociaux que se jouent dans la société. C'est-à-dire que des personnes qui sont précarisées économiquement, prenons ça pour exemple, des personnes qui n'ont pas d'argent, en fait, il faut déjà qu'elles aillent aux réunions, qu'elles soient ultra présentes, il faut qu'elles soient suffisamment confiantes en elles pour pouvoir prendre la parole, affirmer des idées, pouvoir la prendre avec autorité, pour pouvoir être identifiée comme étant potentiellement sur une liste, etc. Et donc éligible. Tout ça, vous voyez bien que quand vous n'avez pas d'argent, que vous êtes pris par un quotidien où vous ne savez même pas si demain vous allez réussir à avoir 3 repas pour manger,
Évidemment que vous n'avez pas la confiance nécessaire pour vous imposer dans une réunion, parler, que votre parole soit suffisamment ancrée pour pouvoir marquer les esprits, etc. Bon. Et évidemment, en plus, peut-être vous n'aurez même pas la possibilité de venir à la réunion parce que vous n'aurez juste pas suffisamment l'argent pour venir. Donc, je veux dire, c'est très, très compliqué. Et si on n'a pas une volonté chevillée au corps de changer ça, ça ne changera jamais. Parce qu'en fait, il faut l'avoir vraiment, il faut que ça soit du matin au soir, une volonté. Parce que tout est fait. Pour moi, c'est comme quelque chose qui tournerait et il y a des forces centrifuges qui font que toutes les personnes fragiles sont éjectées au fur et à mesure, quoi. Et si on n'arrive pas à tenir cette roue, si on n'arrive pas à tenir dans le mouvement, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens arrivent, ils militent 3 mois, 6 mois, puis ils repartent parce qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, ceux qui tiennent le parti, ceux qui tiennent les postes de pouvoir à l'intérieur du parti, sont souvent des personnes qui, elles, ont un capital social, un capital économique extrêmement fort et qui sont un peu... c'est en ça que j'appelais l'AG de copropriétaire, que je parlais d'AG de copropriétaire, c'est que c'est des propriétaires d'un territoire ou d'un espace politique et donc ils tiennent le truc, quoi. Et quand on est plus fragilisé, on éjecte au bout d'un moment. Ça, c'est très, très dur. Et contrer ça, ça demande vraiment une volonté politique énorme, énorme. Tu as parlé de toi-même de ça tout à l'heure. Tu as toujours eu un aspect critique envers les directions de parti, et même la direction de ton parti, des écologistes. Comment tu le vis en interne ? Est-ce que déjà c'est un espace ouvert à la critique, et est-ce que tu as l'impression que tu en payes le prix et qu'il y a des répercussions ensuite quand tu prends la parole ? Là, je peux vous faire 2 types de réponses. Enfin, je peux te faire 2 types de réponses. C'est une réponse politiquement correcte, une réponse politiquement sincère. Tu fais ce que tu veux. Voilà. La réponse politiquement correcte, c'est de dire qu'être minoritaire dans un parti, c'est pas facile. Voilà. Et c'est vrai. La réponse politiquement incorrecte et sincère, c'est de dire que la violence que j'ai subie à l'intérieur du parti est inadmissible, en réalité. Et que moi, j'ai subi, c'est une chose. Parce que moi, j'ai encore le socle qui me permet de tenir, la notoriété, qui me permet de m'exprimer. Mais ce qu'ont subi certaines des personnes qui m'accompagnent dans le parti, c'est ultra trash. Et en fait... moi, je pense par exemple à Harmonie Le Serre, qui a été désignée pour être candidate aux législatives. Elle a fait la photo, elle a fait la profession de foi, puis au dernier moment, on lui a dit « Ah ben non, parce qu'il y a t'es rousseauiste, donc ça va être quelqu'un d'autre. » Enfin, je veux dire, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Donc non, c'est pas possible de fonctionner comme ça. C'est pas possible. T'as l'impression d'avoir servi j'ai obligation de citer Médine à n'importe quel épisode du fauteuil. T'as servi de paratonnerre pour les autres ? T'as pris... Je pense que c'est plus que ça. C'est que j'ai servi de... C'est plus que paratonnerre. Ça a permis à la direction actuelle du parti de faire une coalition en disant « Regardez comme elle est méchante, c'est la sorcière. » Et donc, venez avec nous, on est les gentils. Et en fait, ça a permis de souder un collectif uniquement de façade, parce que je pense que ce collectif n'est pas du tout un collectif. Mais ça a permis de faire une espèce de solidité de façade contre et ce que je représentais et ce que mon courant représentait. Mais au détriment du fond. Au détriment du fond. En soi... la radicalité qui est présente chez toi, de ce que j'ai vu chez les jeunes écologistes, par exemple, on en reçoit ici, on les croise en manif souvent, il y a une radicalité qui est demandée, qui est exigée même de la part des jeunes. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas... que à part chez toi, justement, et les gens qui partagent ta ligne, ils sont toujours un peu déçus des prises de position du parti et de la stratégie du parti. Donc je pense que l'isolement en soi, c'est un isolement
en haut, pas dans la base. Alors ça, je suis très sûre que c'est un isolement parmi les cadres du parti. Oui. Parce que, alors, par contre, que ça soit chez les jeunes écolos, que ça soit dans la base des écologistes, ou que ce soit dans la société, je suis absolument certaine de ne pas être isolée. Ah, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. C'est vraiment... dans l'AG de copropriétaire, j'ai pas assez de tantième, quoi. Tu vois. C'est vraiment ça, en fait. Mais pourquoi ils ont peur de la radicalité, en fait? Pourquoi ils ont peur de ça? J'ai l'impression qu'il y a quand même un constat à gauche, enfin dans le peuple de gauche, qui a vraiment un besoin de radicalité en ce moment, surtout face à l'extrême droite, face à l'augmentation du racisme, de l'islamophobie, de plein de sujets en ce moment. Je sais pas répondre à ça. Ok. J'ai pas de réponse à ça. Je voulais te demander aussi, il y a quelque chose qui anime en soi les débats dans la gauche décoloniale, etc. C'est la question du féminisme blanc, ou bien du féminisme libéral. Comment tu fais pour maintenir dans ta réflexion féministe un aspect décolonial, un aspect antiraciste? En ne prenant pas tous les codes du féminisme blanc bourgeois. Okay. Et en écoutant les personnes. Alors, je vais prendre l'exemple du voile parce que je trouve que c'est très emblématique de ce qu'on me reproche. D'avoir juste dit attention, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et c'est pas parce qu'il y a un foulard sur la tête que les femmes n'ont pas de pensée, n'ont pas de réflexion, n'ont pas d'autonomie, d'émancipation et de capacité à choisir, en fait. C'est dingue, d'ailleurs, de penser ça. Enfin, moi, ça me pose beaucoup de questions sur comment on peut considérer que dès lors qu'on a un voile sur la tête, ça annihile complètement la personne et la personnalité qu'il y a derrière ce voile, quoi. Enfin, c'est... Bon, voilà, donc ça... moi, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes qui le portaient, qui le portent, qui m'ont expliqué toutes les motivations pour lesquelles elles le portaient, qui sont très diverses. Hein, ça va vraiment... Enfin, c'est dingue, d'ailleurs, d'écouter ça, parce que ça va d'une foi religieuse réelle, ça va aussi vers une volonté de se montrer à la personne qu'on aime et que à la personne qu'on aime. Ça peut aussi être une forme de camouflage dans l'espace public. Moi, j'ai vu, par exemple, dans l'association Parler aussi des femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles et qui, comme ça, avaient une stratégie de cet ordre. Ça va aussi sur la conviction religieuse très forte, ça évidemment aussi. Ça va sur des terrains comme aussi la tradition, et puis ça va aussi sur la réappropriation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on devrait réfléchir. C'est que tout ça a un lien avec l'histoire coloniale de la France, tout ça a un lien avec la violence aussi de la colonisation sur le corps des femmes. C'est quelque chose qui n'est pas très documenté, mais qui n'est pas très connu dans l'espace politique, pas très débattu dans l'espace politique. Mais la colonisation a été une appropriation du corps des femmes. Oui, au Maghreb, c'était beaucoup des chefs d'État qui étaient soutenus par la France ou des soldats français eux-mêmes qui venaient et qui se baladaient pour retirer le voile des femmes ou les habits traditionnels, le safseli en Tunisie. Et c'était censé être un moment de libération. Mais c'était très violent pour les femmes qui l'ont subi parce qu'elles étaient dans la rue et qu'un homme venait les déshabiller, quoi. Ça. Et puis, ça renvoie aussi en miroir à toute la sexualisation, l'érotisation du corps des femmes au nom d'une forme d'exotisme. Je vous invite à voir les fresques qu'il y a, par exemple, dans le musée de l'immigration dans le 12e, où il y a une exotisation du corps des femmes et une sexualisation de ceci. Et on voit, on ne peut pas
interroger la question du port du foulard aujourd'hui dans les jeunes générations sans avoir un regard là-dessus. Mais sans aussi avoir un regard sur la masculinité dans la religion, dans les 3 grandes religions monothéistes, et puis dans les quartiers ou dans toutes les sphères de la société, en fait, que ce soit d'Epstein au quartier, en fait, la masculinité et la masculinité toxique est quelque chose qui traverse la société. Donc, je veux dire, voilà, il n'y a pas de... on doit interroger tout ça, mais on ne peut pas résoudre le problème en disant interdiction du voile au nom du droit des femmes. C'est trop facile. La question de la masculinité dans les quartiers, tu viens de l'évoquer. Comment on peut se poser cette question sans ajouter de la criminalisation au quartier ? Non, mais la virilité dans les quartiers, elle se joue, je pense, dans la même intensité qu'elle se joue ailleurs. Simplement, elle peut prendre des formes différentes, mais elle se joue avec la même intensité. Mais quand on voit la virilité, par exemple, de la police aussi. D'ailleurs, c'est très intéressant. Là, au moment où on enregistre, il y a un procès des CRS qui ont tabassé un gilet jaune dans plusieurs gilets jaunes dans un Burger King. Et qui dit que c'était un geste viril. Oui. Et en fait, la virilité de la police, elle se joue aussi dans les quartiers face à des jeunes des quartiers, particulièrement les jeunes hommes des quartiers, qui sont considérés comme qui sont considérés comme sauvages, comme une espèce de force à dompter, à civiliser presque. Très colonial comme approche, en soi. Absolument. Et donc, en fait, évidemment qu'il y a un truc d'affrontement masculin, viril, dans cette histoire-là, évidemment. Et donc, évidemment aussi que les hommes des quartiers jouent ça, surjouent ça, jouent mal ça, évidemment. Mais en fait, je veux dire, on les renvoie aussi à cela. C'est en ça que, pour moi, la déconstruction de la masculinité, de la virilité est quelque chose d'extrêmement important au regard des transformations sociales à faire. C'est que si on n'interroge pas ça, alors c'est pas juste le revenu, c'est aussi toute une construction sociale de représentation, d'assignation, de surjeu de quelque chose qui crispe, qui contamine et pollue l'accès à l'égalité pour tout le monde. La manière dont tu l'as abordé, c'est assez criant du coup de l'importance de l'intersectionnalité, parce que absolument. Quand on parle de masculinité à un homme, on a l'impression que c'est tout de suite il se braque. C'est un peu comme parler de privilège blanc ou de blancheur. C'est vraiment des choses qu'on a du mal à les déconstruire, même à gauche. Enfin, d'ailleurs, même à gauche, enfin, beaucoup à D'ailleurs, gauche je aussi. sors un petit livre, petit moment promo, le 5 mars, qui s'appelle « Tu nuis à la cause », où je parle de tout ça, parce que c'est ce qu'on m'a beaucoup reproché, en me concentrant, en ayant une parole forte sur les combats sociétaux. On me dit « Tu nuis à la cause », donc je le pose juste parce que j'en parle justement. Mais justement, cette question de « Tu nuis à la cause », pour en parler, le titre, il attaque volontairement les gens qui te reprochent ça. Par souci, y compris à gauche. Y compris à gauche, par souci d'aborder des sujets, j'ai pas envie de dire nouveaux, parce que ça a déjà été travaillé d'un point de vue universitaire, mais nouveaux dans la scène politique. Est-ce que tu trouves quand même du soutien chez d'autres camarades, chez des personnalités politiques qui disent « Tu nous as ouvert la porte, peut-être, pour parler de sujet ». Oui, et puis de plus en plus. Puis il y a vraiment des soutiens du monde des artistes, j'en ai beaucoup, vraiment, et de la société civile, d'une manière générale. Et puis, je vais vous dire, il suffit que je me balade dans la rue pour que les gens me disent merci pour ce que vous faites. C'est quand même mon quotidien. Donc, c'est pour ça que je tiens aussi. C'est parce que je sais que... il y a d'un côté des logiques de pouvoir et de répartition de ce pouvoir, et de l'autre, il y a une aspiration à ouvrir les portes et les fenêtres et à dire on a envie d'autre chose. Tu as parlé de l'aspect décolonial de l'écologie, et tu as parlé de l'histoire coloniale de la France. Tu as dit que ce qui t'a amené aussi
à la politique, c'est justement ces questions de guerre et ces questions. L'écologie, comment on fait pour qu'elle parle aux pays du Sud global? Comment on fait pour faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose qui crée un nouveau déséquilibre entre les nations? Parce que aussi, dans les pays pauvres sont les pays les plus touchés par les catastrophes climatiques. Au Maghreb, on a eu des inondations catastrophiques au Maroc qui ont fait des morts. En Tunisie, on a eu une catastrophe chimique à Gabès qu'on a traitée ici. Et il y a toujours une responsabilité occidentale dedans aussi. Comment on fait pour traiter ça de manière à faire que ça soit pas éloigné pour les pays du Sud? J'ai envie de répondre à cette question en disant qu'il faudrait le leur demander. C'est-à-dire, en fait, il faudrait qu'on arrive à savoir ce qui serait acceptable pour eux, ce qui serait digne pour eux, ce qui serait de l'ordre de la réparation pour eux, en fait. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas aborder la transformation écologique sans aborder le terme le volet de la réparation. C'est-à-dire, en fait, je pense que tant qu'on n'a pas abordé frontalement cette question de la responsabilité versus la réparation, on ne peut pas passer à une autre étape qui est comment on fait mieux, comment on fait différemment, comment on fait... Et cette question de la réparation, elle est très taboue en France, en particulier, mais je pense un peu partout. D'ailleurs, c'est intéressant ce qui se passe au Groenland là-dessus, parce que le fait que Trump ait voulu mettre la main sur le Groenland a obligé le Danemark à interroger son rapport colonial au Groenland, et aussi les exactions qu'il y a eu, et donc la réparation de ces exactions. Et je pense notamment aux enfants qui ont été enlevés de leur famille et qui ont été placés. Et en fait, ce volet réparation, là, j'ai envie de dire une phrase, mais qu'il ne faut pas interpréter au premier degré. Mais moi, présidente, mais je ne vous fais pas une déclaration de candidature à ce moment-là. Mais moi, je crois que je commencerai par ça, en fait. Okay. Moi, je crois que je commencerai par ça. En disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au titre de la réparation d'une histoire violente, et comment on peut, du coup, passer sur un autre rapport. C'est un autre rapport plus égalitaire dans la discussion et qui nous permette de trouver des solutions. Et ce tabou, tu l'expliques par le fait que ce soit un sujet difficile ou j'ai l'impression qu'il n'est pas porté par grand monde non plus. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup des réparations coloniales, justement. Alors, il n'y a pas que colonial, il y a aussi les réparations du productivisme d'une manière générale. Mais évidemment, les réparations coloniales en font partie, mais pas que. C'est tabou parce que je pense qu'on n'a pas regardé, on ne regarde pas notre histoire coloniale. Il y a un déni, il y a un refus d'obstacle là-dessus. C'est-à-dire qu'on... Et quelque part, je trouve que la montée du RN est aussi le révélateur de ça. C'est-à-dire qu'on voit que le RN s'appuie beaucoup sur des mouvements comme l'OAS, comme la nostalgie de l'Algérie française ou de la Tunisie française. Et que c'est pas interrogé en tant que tel. C'est pas, et que derrière, ça nourrit évidemment des relents racistes, ça nourrit une hiérarchie sociale. Et nous, à gauche, on a du mal à poser ça, et je trouve qu'on le pose de manière très maladroite. C'est-à-dire qu'on le pose comme une espèce de revendication, mais sans poser le fait colonial. Et moi, je me revendique pas des mouvements décoloniaux ou quoi. Je regarde ça et je me dis, on a quand même une responsabilité à poser le fait colonial et à en poser toutes les conséquences et à en poser toutes les réparations aussi qu'on devrait poser. Et toute la tension qu'on connaît actuellement avec l'Algérie, pour moi, me semble être vraiment une des conséquences de ce fait colonial. Et donc, voilà, je pense qu'on arrive aussi un peu au bout, et les générations de colons sont en train de vieillir et de disparaître. Et avec ces générations de colons et de colonisés, peut-être qu'on perd aussi une part de l'histoire très humaine de cette colonisation et de cette décolonisation. Moi, par exemple, mon père est né au Maroc, dans une famille de colons. Enfin, je ne vois pas comment on peut dire ça. D'ailleurs, je lui ai dit,
t'étais colon, parce que pied noir égale colon, et il a refusé ce terme, ce qui est très intéressant, parce qu'en plus, Il dit qu'il est maghrébin français comme Jean-Luc Non, Mélenchon. pas du tout. Non, ça va, non, par contre. Ça, non. Mais il dit, j'étais trop petit pour être colon. Bon, c'est pas faux, c'est-à-dire qu'il était enfant. Il était enfant, bon, il a pas fait l'acte de, mais bon, de fait, il était quand même... Ça, et quand je parle avec mon père, je trouve que on s'enrichirait vraiment aussi d'avoir ces histoires individuelles pour interroger ce que c'était très concrètement le rapport de colonisation. C'est-à-dire l'histoire de l'école, l'histoire de l'après-école, l'histoire du rapport de travail. En fait, il y a plein de choses, parce que la colonisation, ça reste un terme comme ça qui est posé de manière un peu générique sur... mais en fait, ça a des implications très, très intimes dans la vie des familles. Et je pense que les familles françaises, toutes les familles françaises, ont une histoire intime avec la colonisation d'un côté ou de l'autre, mais elles ont une histoire intime avec la colonisation. Et ne pas le poser sur la table, c'est rester dans un tabou qui est violent et qui génère un rapport violent au racisme. Tu as mentionné plusieurs fois, je vais finir là-dessus avant qu'on passe à la partie plus agréable de cet entretien. Tu as mentionné régulièrement l'affaire Epstein pendant cet entretien et du fait que ça démontre quelque chose du rapport du pouvoir au VSS et aux violences sexistes et sexuelles. Récemment aussi, on a eu des affaires en France de personnalités politiques majeures qui ont commis des agressions sexuelles et qui ont mis beaucoup de temps à être ne serait-ce que inquiétés par la justice. C'est quoi le rapport qu'ont les gens de pouvoir au VSS? Est-ce que c'est en train d'évoluer ou est-ce que c'est toujours... Il y a une forme d'impunité qui est généralisée dans les milieux de pouvoir sur ces questions-là? Les VSS sont très intimement liés au pouvoir. Très intimement liés. C'est-à-dire qu'un père, par exemple, va être incestueux dans une famille parce qu'il a le pouvoir dans la famille. Et donc, il peut le faire. Et s'il peut le faire, certains passent à l'acte. Pas tous, hein, mais certains passent à l'acte. Et tellement passent à l'acte que c'est quand même 3 enfants par classe. Donc le pouvoir, ce n'est pas un pouvoir forcément politique, médiatique, économique. Ça peut être un pouvoir très restreint dans un noyau familial. Mais les VSS ont toujours parti intimement pris avec le pouvoir. C'est-à-dire, j'exerce un pouvoir sur toi et je l'exerce par la violence. Et pour moi, c'est très intimement lié aussi aux questions écologiques, mais aussi aux questions sociales. C'est-à-dire que être en position de pouvoir exercer ce pouvoir, c'est aussi la question de se mettre une éthique du pouvoir, une limite dans le pouvoir et une responsabilité liée à ce pouvoir. Et c'est en cela que... on est tous responsables de la situation, parce qu'on est homme, on est femme, ça on ne le choisit pas, on est blanc, on n'est pas blanc, on ne le choisit pas, mais par contre, on a une responsabilité intime, individuelle et personnelle sur la manière dont on exerce le pouvoir. Est-ce qu'on bénéficie de privilèges ou est-ce qu'on refuse ces privilèges? Est-ce qu'on est dans une forme d'éthique ou pas? Et en fait, quand on refuse une partie au moins des privilèges, et en fait, c'est ça la question qui est aujourd'hui posée pour moi, y compris dans la question écologique, et c'est pour ça que je me revendique de l'écoféminisme, c'est que finalement, on a le pouvoir de détruire la planète. Et on a ce pouvoir-là, puisqu'on a les moyens techniques, on a le capital économique qui nous permet de le faire. Donc, est-ce qu'on se met une éthique et une limite dans la prédation de la planète, comme on se met une éthique dans la prédation des corps de l'autre, et donc un interdit, ou est-ce que, au contraire, parce qu'on peut le faire, on le fait? Et en fait, c'est ça qui est au fondement, je pense, des transformations écologiques et sociales à faire. C'est est-ce que, oui, on peut s'enrichir autant qu'on veut, mais est-ce que
collectivement, on décide que notre éthique est de permettre ça, ou au contraire de mettre des limites, donc de la redistribution, de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui ne dorment pas à la rue et qui ne soient pas pauvres, etc. Et en fait, là, on est dans un moment où je pense qu'on est à la fin d'un cycle, à la fin du cycle capitaliste, mais où il va falloir qu'on se pose des questions qui ne sont pas juste combien d'argent on donne de subventions pour changer une chaudière, mais vraiment, quelle est l'éthique de responsabilité au nom de laquelle on fait de la politique. Et pour moi, c'est une question qui est passionnante en réalité et qui est très enthousiasmante parce que ça nous permet de redéfinir notre manière de vivre ensemble. Oui, redéfinir d'un point de vue systémique la formulation, elle est particulièrement importante dans le contexte actuel où on a une responsabilité occidentale dans plusieurs guerres dans le monde. On a vu le génocide à Gaza depuis 2 ans et demi. J'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, que la gauche, dite l'union de la gauche, s'est fracturée là-dessus, sur la question palestinienne. Comment tu l'expliques ? Comment tu expliques que cette union, ce nouveau Front populaire, s'est fracturée sur la question palestinienne ? Alors, j'avais écrit une tribune dans Le Monde au tout début, juste après le 7 octobre, qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment lue pour ce que ça posait. Bon, après, voilà, c'est ce que je dis tout à fait modeste, donc je le formule autrement. Mais pour moi, ce conflit, la guerre qui a lieu là-bas, la colonisation aussi, quand même, du territoire palestinien, versus la violence de l'action politique terroriste sur Israël, renvoie, à mon sens, à 2 traumatismes sociaux non réglés. D'un côté, le génocide, de l'autre, la colonisation. Et en fait, c'est nous qui sommes responsables des 2. Oui. Oui, mais enfin, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose où l'impensé de ces 2 choses-là conduit à laisser la situation comme elle est, c'est-à-dire en dehors du droit international, incroyablement dangereuse pour l'équilibre du monde aussi, au-delà de juste localement. Et en fait, pour moi, la gauche n'a pas pris les choses dans le bon sens, c'est-à-dire de prendre notre responsabilité. C'est-à-dire qu'elle a pris fait et cause dans un sens ou dans un autre, finalement, sans interroger les sous-jacents de et ni l'histoire de ce conflit, enfin de cette situation. Et je pense que l'ostracisation de LFI là-dessus est scandaleuse. Je pense aussi que la manière dont LFI a abordé le sujet au départ a crispé tout le monde. L'ostracisation, bon, maintenant, ça se généralise. C'est plus que LFI. Il y a de plus en plus de gens on a couvert aux médias la criminalisation de la cause palestinienne, et c'est des fois des manifestants qui se retrouvent accusés qui se retrouvent devant la justice, qui se retrouvent avec des grosses amendes, etc. Il y a eu une volonté aussi gouvernementale de criminaliser la cause palestinienne. Bien sûr, mais évidemment. Évidemment. Mais c'était aussi maintenir un ordre social. Tu veux dire, c'était pour éviter les... Pour éviter... Quand on dit éviter d'importer le conflit, oui, c'est on entend derrière éviter une espèce d'enflammement ou une espèce de revendication de populations qui sont discriminées, cantonnées dans les quartiers, etc. Oui, c'est ça, en fait, quand on dit ne pas importer. Moi, j'entends ça, en tous les cas. Du coup, c'est aussi priver ces populations d'avoir un pouvoir politique. C'est ne pas importer aussi, c'est un peu incohérent avec ce que tu expliquais, où c'est plutôt la France et l'Europe qui vont exporter ce problème plutôt que la responsabilité occidentale dans la guerre et le génocide. Là, la responsabilité occidentale, très concrètement, immédiatement, elle a été de ne pas rappeler Benjamin Netanyahou au droit international au moment où il fallait le faire. Enfin, je veux dire, pour moi, le post-7 octobre
a mis le dernier clou dans le cercueil du droit international, qui était pas parfait, loin de là. Les instances internationales n'étaient pas parfaites, loin de là, mais elles étaient quand même ce qu'on avait fait de mieux depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, ça aura des conséquences en cascade d'une gravité, à mon avis, extrême. On va passer à la partie la plus agréable de l'entretien. On finit toujours par parler un peu de culture dans le format, on te demandant si tu devais écouter que 3 projets cette année, 3 albums, ça serait quoi? 3 albums de musique? Oui. Alors le dernier de Jeanne Chéral, parce que je suis allée la voir en concert et qu'elle est juste incroyable. Ah, ça va être la question d'après. C'était mon dernier concert. Ah oui, c'est ça, t'as fait les deux en même temps. Jeanne Chéral. J'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment. Alors moi, je sais pas, j'écoute plus trop la musique par album, donc c'est un peu compliqué. C'est pas grave, en soi. Tu peux te dire des singles. J'aime beaucoup aussi la chanteuse Mathilde. J'ai été rabaissé, humilié, agressé, frappé. J'ai été vilipendé, harcelé, cancelé, catcallé, insulté, touché contre mon gré. Si jamais je m'en remets, on doutera de ma vérité. Il y en a beaucoup que j'aime. Bon, je sais pas, allez, I Will Survive, parce que c'est quand même ce que je me mets dans les oreilles avant chaque interview. Donc je me dis, même sur une île déserte... Là, tu t'es mis à Will Survive avant de venir? Oui, je me mets à Will Survive. Ok, d'accord. Je sais pas comment le prendre. Ok. Et en cinéma, du coup, si tu devais regarder qu'un film tout au long de l'année? Un seul, c'est compliqué. Enfin, c'est des films politiques, hein, évidemment, parce que quand on est dans le critique, c'est Le Caire confidentiel, que moi j'aime beaucoup, au titre de l'analyse politique qu'il pose. Je trouve ça assez incroyable. Ok, tu peux teaser un peu les gens qui connaissent pas? Ça se passe dans le Caire et c'est les rapports de pouvoir, en fait. Il y a un autre film qui s'appelle La conspiration du Caire, qui est un peu du même réalisateur et qui est un peu sur la même donne. C'est-à-dire, en fait, comment le pouvoir s'incarne aussi par une face cachée de ce pouvoir, en fait, peu reluisante, fait de conflits d'influence, de rapports de force, de malversation, malhonnêteté aussi, parfois. Et c'est très intéressant, je trouve, la manière dont il le traite, parce que je trouve ça extrêmement fin. Et moi, il y a un autre film que j'aime beaucoup, alors ça va peut-être faire râler, mais c'est Argo. Argo, ok. Parce que ce qui me plaît énormément dans ce film, c'est le sang-froid de Ben Affleck. Et moi, j'avoue que la politique, c'est beaucoup de sang-froid, en fait. Et c'est aussi, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'émotions dedans, parce que il faut le faire avec ses tripes, mais c'est aussi une forme de garder la tête froide, quoi. Et voilà, j'aime beaucoup ce film pour ça. Ok. Tu m'as spoilé sur ton dernier concert. C'était incroyable, c'était hallucinant. C'était où? C'était au Grand Rex. Ok. Est-ce que tu fais souvent des concerts? C'est quoi tes activités pour décompresser? Je vais voir des spectacles. Alors, des concerts, j'y vais pas suffisamment, parce qu'à chaque fois que je vais à un concert, après, je me dis, mais c'était trop bien. je devrais y aller plus souvent. Je fais pas mal de stand-up. Ok. C'est quoi tes humoristes du moment? La dernière que je suis allée voir, c'est Swan Périssé, par exemple. Du stand-up et puis des pièces de théâtre. Ok. Et tu arrives à trouver le temps? On en parlait souvent avec des gens qu'on recevait qui nous disaient Je n'ai absolument pas le temps, mais j'essaye quand même. Tu te l'imposes? En fait, c'est quand même d'un moment... Ce sont les seuls moments, avec les moments où je suis à la cuisine, mais c'est les seuls moments où j'arrive vraiment à être embarquée dans quelque chose d'autre que mon quotidien politique. Donc, en fait, c'est quand même assez intéressant. T'arrives pas, quand t'es chez toi, à sortir de ton quotidien politique? Non. Ok. Je devrais dire oui par odeur de... Non. Ok. Mais pas du tout. Mais c'est du coup...
ça devrait te donner plus envie d'aller voir des concerts et des spectacles. Oui, mais j'ai pas forcément le temps. Puis après, bon, c'est aussi un autre truc, hein, c'est que voilà, comme je suis reconnue et tout, c'est pas complètement non plus toujours C'est pas très agréable. agréable. Ça dépend, mais c'est des fois pour me mettre dans ma bulle, voilà, Ça te remet dans ton quotidien, en fait. oui, voilà, il y a un truc un peu contradictoire là-dessus. Ça fait quoi d'être reconnu dans la rue? Oh, bah, ça va, les gens sont hyper gentils en fait. Hein. Moi, je crois en l'humanité. Ça te pèse pas Ça te pèse pas? Ça me pèse quand je suis en vacances. Ça me pèse quand je suis à la plage en maillot de bain. Ça, je t'avoue que oui, ça me pèse beaucoup. Ça me pèse quand je suis en montagne avec... Les gens se permettent pas de... Enfin, si, ils se permettent pendant que t'es à la bien plage? sûr que si. Ah, okay. Alors, ils se permettent, bien sûr. Ok. Bon, voilà, ça me pèse D'accord, à ces moments-là. Ok. Bah, je pense qu'on peut finir là-dessus, hein, on n'aura pas mieux. Mais ça me pèse pas dans le quotidien. Ok. Bah, Sandrine, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le fauteuil. On retiendra la séquence de fin en imaginant tes fans venir te chercher à la plage Un pour petit une photo. selfie, yes, non. Merci beaucoup d'être venu sur le fauteuil et merci à vous de nous soutenir pour que ce genre de format puisse exister. N'hésitez pas à continuer sur soutenez.lemediatv.fr et on vous retrouve très vite pour un nouveau fauteuil.